Bonjour, je m'appelle Alexandre Robert, je suis infirmier de formation depuis un peu plus de 10 ans et j'ai aussi un master en sciences de santé publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Mon expérience principale a été de travailler 5 ans pour les Nations Unies dans le domaine des urgences sanitaires dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et je suis un des membres cofondateurs de l'Alliance Santé Planétaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la déclaration de Sao Paulo sur la santé planétaire, qui est un document qui a été publié au début du mois d'octobre. Mais avant d'entrer vraiment dans le document de la déclaration de Sao Paulo, je vais revenir sur des éléments de définition, des rappels fondamentaux sur la santé planétaire. Je vais passer très très vite et je vous encourage à consulter notre site internet, à nous contacter sur le formulaire de contact pour en savoir plus. Voilà, la définition de la santé planétaire. En élément de définition, on a le constat que la santé planétaire, c'est notre santé qui est liée à celle de la planète. Arrêtons de nuire et essayons de préserver ensemble la santé humaine et la santé de la planète. Ce n'est pas un constat nouveau, puisqu'Héraclite, il y a 2500 ans, disait que la santé de l'homme est le reflet de la santé de la Terre. Donc cette approche, elle est apparue en 2015 dans le Lancet. Elle est encore assez méconnue en France par rapport à des concepts comme une seule santé ou EcoHealth ou la santé environnementale classique. La revue The Lancet Planetary Health a été lancée en 2017 et c'est le principal journal scientifique qui y est intégralement dédié. La santé planétaire, elle a pour but d'analyser les liens entre les activités humaines qui modifient l'environnement et leurs conséquences sur la santé des humains et des écosystèmes, mais aussi de proposer des solutions visant à les améliorer ensemble. Et en cela, c'est une approche qui vise à améliorer la santé du vivant avec les humains à l'intérieur. La vision de cette approche, c'est l'amélioration de la santé, de l'équité et du bien-être de tous les humains dans le respect permanent de la biosphère. La biosphère, c'est les milieux de vie que nous partageons avec l'ensemble des vivants avec lesquels nous interagissons, nous avons une interdépendance permanente. Cette approche, elle est interdisciplinaire et transdisciplinaire. On aime bien dire à l'Alliance Santé Planétaire que c'est une forme de boussole qui peut guider nos actions individuelles, mais aussi collectives, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le soin médical, soins infirmiers, etc., dans l'habitat, dans notre alimentation et d'autres secteurs. Je vais balayer très très rapidement quelques concepts clés. Donc, le premier rapport sur la santé planétaire parlait de la préservation de la santé à l'heure de l'Anthropocène. Donc, l'Anthropocène, c'est cette ère de l'humain dans laquelle nous sommes entrés. L'humain est devenu la force principale de modification du système Terre d'un point de vue géologique, physique, chimique et biologique. On pense qu'elle a commencé depuis 1950 au niveau du consensus scientifique. Ce qu'on constate depuis l'Anthropocène, c'est le phénomène de la grande accélération. Vous voyez ici des courbes avec la population mondiale, le PIB réel qui augmente de manière exponentielle depuis environ 1950, et dans le même temps, une augmentation exponentielle des atteintes au système naturel et des conséquences, par exemple, sur la température de surface et l'afflux d'azote vers les eaux côtières qui provoque le problème des algues vertes en Bretagne, par exemple. Et donc, nos sociétés industrialisées, elles ont entraîné tous les indicateurs vers l'exponentiel dans un climat d'injustice croissante. On sait que les injustices sociales et de revenus n'ont jamais été aussi élevées dans le monde depuis environ le début du XXe siècle, et un contexte de dégradation des écosystèmes. Donc le progrès, les progrès médicaux, les progrès en termes de santé, elles ont un prix. Et il y a une forme d'injustice intragénérationnelle. Intragénérationnelle, c'est basiquement les pays du Sud qui ont le moins contribué au changement climatique ou à d'autres problèmes qui en sont les premières victimes. Et intergénérationnelle, les générations jeunes actuellement et les futures générations payent le prix des progrès qui ont dégradé l'environnement par le passé. Et donc aujourd'hui, le système Terre n'est plus en capacité de fournir les ressources sans s'épuiser, ni à épurer l'ensemble de nos pollutions et de nos déchets. On a une empreinte écologique qui n'est pas soutenable et l'espérance de vie tend à stagner. D'autres concepts, vous voyez à gauche le concept des limites planétaires. Certaines sont complètement dépassées, comme l'effondrement de la biodiversité ou la perturbation des flux chimiques de l'azote ou du phosphore. D'autres sont
on est dans un niveau risqué de dépassement comme le changement climatique ou l'acidification des océans. Il y a aussi un autre concept du donut économique qui lie le plafond écologique, ses limites planétaires et le plancher social, les droits humains fondamentaux, les besoins humains fondamentaux comme l'accès à la santé, l'accès à l'eau, l'accès au logement. Et dans l'approche de la santé planétaire, on mobilise beaucoup le concept de co-bénéfice santé-environnement dans des domaines comme l'alimentation, la mobilité et le contact avec la nature, entre autres. Ici, on a mis en avant une vue d'ensemble des impacts sur la santé qui est issue du premier rapport sur la santé planétaire de Sarah Whitney et de ses collègues pour la commission Rockefeller et The Lancet sur la santé planétaire. Et ce qu'on voit, c'est que l'escalade de la pression humaine sur l'environnement a un ensemble d'effets en termes de changement environnemental et de dégradation des écosystèmes, comme le changement climatique ou la perte de biodiversité. Et toutes ces dégradations ont 3 types d'effets sur la santé, des effets directs, comme par exemple les canicules et la morbidité et la mortalité liées, des effets sur la santé qui sont médiés par l'écosystème, par exemple un risque accru de pandémie et des pandémies comme le Covid aujourd'hui. Et 3e exemple, des effets sur la santé indirects, la dégradation des moyens de subsistance qui est liée à la dégradation de l'environnement ou des conflits, par exemple liés à l'accès à l'eau, peuvent avoir des effets indirects, différés ou déplacés sur la santé. Donc, on a mis ici une phrase sur l'épuisement des ressources de Bruno Latour, célèbre philosophe français. La question n'est plus de savoir si nous avons assez de ressources à exploiter pour continuer comme avant, mais comment participer au maintien de l'habitabilité du territoire dont nous dépendons. Tous les éléments que je viens de vous présenter, on a essayé de les synthétiser dans une tribune à reporters qui s'appelle « Soigner le vivant, c'est soigner notre santé » et vous pouvez retrouver le lien ici en bas de la diapositive. Donc, ce qu'on pense aujourd'hui à l'Alliance Santé Planétaire, c'est que l'action, c'est maintenant, car chaque dixième de degré compte, car chaque interaction avec le vivant compte, car chaque action collective et de solidarité compte. Car chaque acte de protection, de régénération, on parle d'aggradation en opposition à la dégradation, compte. Notre vision est celle de la Planetary Health Alliance dont je vais vous parler tout bientôt. C'est celle d'un monde où tous les peuples prospèrent en protégeant et en régénérant les systèmes naturels de la Terre pour les générations actuelles et à venir. Notre mission, si vous l'acceptez, c'est d'essayer par tous les moyens possibles de limiter les impacts des changements environnementaux causés par l'humain sur la santé du vivant, en préservant ou en promouvant un monde équitable, durable et sain. Donc, on a besoin pour ça d'arrêter toute forme de pression que l'on exerce sur le vivant. On a aussi besoin de changer de mode de pensée. On ne peut pas utiliser celui qui a généré le problème pour le résoudre, selon une phrase très célèbre d'Einstein. Et pour ça, on a besoin d'agir en dehors des sentiers battus, de créer des nouveaux récits, des nouvelles histoires qui soient basées sur l'interconnexion avec le vivant et la justice sociale. On aime bien dire que ce qui sous-tend ces actions, c'est le fait de savoir qu'on est ensemble. Quand on parle d'action transdisciplinaire, on va en parler tout de suite. On a besoin de voir qu'on est ensemble. Et en Wolof, on dit Niofar, en Susu, on dit Wantanara. Et c'est un concept de cet holisme, de l'holistique dans les relations humaines ou avec le vivant qui est présent dans beaucoup de cultures sur Terre. Je vais vous lire une petite partie d'un serment d'engagement des professionnels de santé en faveur de la santé planétaire à l'heure de l'Anthropocène. Il est disponible sur notre site internet. Je partagerai et élargirai mes connaissances dans l'intérêt de la société et de la planète. Je participerai activement aux actions transdisciplinaires et inclusives pour améliorer la santé individuelle, communautaire et planétaire. Donc voilà, là je vais vous parler rapidement en environ 3 minutes de la déclaration de Sao Paulo. Son sous-titre, c'est « Santé planétaire pour toutes et tous, relier les communautés pour réaliser la grande transition ». Donc, elle a été lancée, cette déclaration de Sao Paulo, dans une correspondance au Lancet, le 9 octobre 2021, et elle a été co-rédigée par Sam Myers, directeur de la Planetary Health Alliance à Harvard, Jérémy Pivor, qui est un des coordinateurs de cette alliance à Harvard de même, et Antonio Saraiva, qui est professeur et qui anime un groupe de travail sur la santé planétaire à l'Université de Sao Paulo. Ensemble, ils avaient fait une grande conférence en avril sur la santé planétaire, dont est issue cette déclaration. Donc, cette déclaration, c'est un appel urgent et sans précédent pour transformer nos modes de vie.
comme je l'ai dit, c'est la Planetary Health Alliance et l'Université de Sao Paulo qui ont coordonné la rédaction du document. La communauté mondiale de santé planétaire dont nous faisons partie a contribué et le programme des Nations Unies pour le développement a soutenu le document. Début octobre, il y avait plus de 250 organisations de 47 pays qui soutenaient ce document, dont la Société francophone de santé et environnement. Vous pouvez consulter la version française sur le lien en bas de cette diapositive. Donc cet appel, il se fait pour une transformation transdisciplinaire, voire même transsectorielle. Donc il y a des messages clés qui sont adressés à 19 secteurs de la société. C'est un grand plan d'action transdisciplinaire pour notre santé planétaire. Et ce que je regrette, c'est qu'il ne soit pas du tout passé dans les médias, que ce soit anglophone ou francophone. Et je pense que c'est un problème puisque cette déclaration propose des solutions très importantes pour la santé planétaire à un moment clé de la vie de l'humanité. Je vais vous lire quelques extraits. Donc déjà à gauche, vous voyez, on a mis une des images qui nous est fournie par deux artistes, Ludovic Demeurme et Fanny Michaelis, et elle représente bien un des appels pour les artistes qui est d'avoir des récits sur notre relation avec la nature et avec nos semblables, qui rejettent le mythe de l'exceptionnalisme humain. Cette déclaration, elle dit donc que chaque personne, en tout lieu, quelle que soit sa vocation, a un rôle à jouer dans la sauvegarde de la santé de la planète et des êtres humains pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Donc pour les entreprises, il y a un appel à ce que les investissements soient forcément ceux qui considèrent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui régénèrent la biodiversité, qui réduisent les pollutions dans tous nos milieux, que ce soit le sol, l'air ou l'eau, et améliorent l'équité et la santé. Pour les gouvernements, que la santé planétaire soit au cœur de toutes les politiques, je dirais même de mettre en œuvre toutes les politiques pour la santé planétaire, que le secteur de la santé et les hôpitaux et d'autres structures mettent en œuvre des actions vers la santé planétaire à tous les niveaux, et que les médias, par exemple, rapportent les histoires de celles et ceux qui protègent la nature et luttent pour la justice et l'équité. Et enfin, au niveau des chercheurs, demander d'initier, de participer, d'améliorer les efforts transdisciplinaires pour informer et rendre opérationnelle la recherche en santé planétaire. Je vais finir par vous citer quelques-unes des valeurs de la santé planétaire qui guident toutes nos actions. Il y a avant tout l'espoir face à cette urgence très importante à laquelle nous faisons face aujourd'hui et le besoin d'agir avec humilité. On n'aura pas toutes les bonnes réponses tout de suite et on fera des erreurs, et aussi toujours agir de manière guidé par la science, en partenariat, en exclusivité et guidé par l'empathie face aux souffrances des gens qui font face aux problèmes de la santé planétaire. Et donc, pour conclure et recommencer mieux, c'est important qu'on se pose les bonnes questions. Les deux questions qui sont là en haut dans le cadre sont celles qu'Edgar Morin a posées le jour de son centenaire qui a été célébré à l'UNESCO. Dans quel monde voulons-nous vivre? Qu'est-ce que l'être humain? Et pour y répondre, on a repris ce conseil donné par le poète Rainer Maria Rilke, qui dit que, pour l'instant, vivez les questions. Peut-être, un jour lointain, enterrez-vous ainsi, peu à peu, sans l'avoir remarqué, à l'intérieur de la réponse. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, et je tenais à remercier tout d'abord les organisateurs de m'avoir convié à faire cette présentation aujourd'hui sur la question du rôle des agences de santé publique sur le lien entre changement climatique et santé. Et donc je me présente, je suis Sébastien Denis, je dirige la direction Santé, Environnement, Travail à Santé publique France. Alors la présentation que je vais faire aujourd'hui porte sur une initiative que Santé publique France a menée avec l'Association internationale des agences de santé publique, IANFI, et qui consiste à définir le rôle de ces agences comme acteurs clés du climat pour la préservation, bien sûr, de la santé humaine, mais aussi de la santé planétaire. En termes de contexte, il est important de rappeler que le changement climatique a d'importants enjeux, représente un important enjeu en termes de santé publique, et que de nombreux effets sur la santé sont attribuables à la question du changement climatique. En premier lieu, bien sûr, et on y pense tout de suite, c'est les effets directs tels que ceux qui sont engendrés par la question, par exemple, des canicules. On a tous en tête l'exemple de 2003, dramatique exemple, qui a connu en France un épisode caniculaire d'intensité extrême avec un
décès en excès, enfin avec 15 000 décès en excès par rapport à l'observé habituellement, et qui a montré un réel impact de cette vague de chaleur sur la mortalité. Mais néanmoins, ce qu'on constate également, hein, c'est que ces épisodes de canicule ont une intensité et une fréquence qui augmentent depuis le milieu des années 70 environ. Donc ça, ce sont des effets directs, également des effets indirects, un peu moins liés de manière automatique à la question du changement climatique, mais c'est la question des maladies vectorielles, la question de l'impact en santé mentale, la question de la modification des écosystèmes, qui d'ailleurs est tout à fait dans le sujet des implications en termes de santé planétaire, et aussi la question des effets sur les déterminants sociaux de la santé, en particulier en lien avec les contextes socio-économiques, puisque, et si je reviens sur l'exemple de la canicule de 2003, on a vu que les populations les plus vulnérables étaient soit les populations les plus âgées, soit les populations les moins bien logées, c'est-à-dire qu'il y avait des logements les moins bien isolés, et que donc inévitablement, si on n'y prête pas attention, les risques liés au changement climatique vont accroître les inégalités de santé. Donc voici, pour résumer, un panel d'effets directs et indirects de la question du changement climatique et des liens avec la santé. Alors, il y a une prise de conscience croissante des enjeux de santé et de santé publique en lien avec la question du changement climatique. En premier lieu, avec la littérature scientifique, hein, puisque, et là on a pris un exemple tiré du Lancet en septembre 2021, plusieurs responsables d'édition de différentes revues scientifiques ont écrit un éditorial commun pour montrer l'urgence et l'importance de gérer la question du changement climatique, mais aussi pour la première fois et juste avant la crise liée à l'épidémie de Covid-19, les deux instances d'expertise intergouvernementale autour de la question du changement climatique et autour de la question de la biodiversité et des écosystèmes ont organisé un workshop de manière commune pour affirmer et pour reconnaître que les enjeux liés d'une part au changement climatique et d'autre part aux enjeux d'altération de la biodiversité représentaient un risque majeur pour les générations futures, en particulier sur la question de la santé publique. Néanmoins, malgré cette prise de conscience scientifique, il y a encore une considération limitée de la notion de santé publique dans les politiques d'adaptation et d'atténuation. Alors, cette prise de conscience limitée est liée à deux verrous, un verrou contextuel et un verrou méthodologique. Le verrou contextuel est lié au fait que l'approche classique de la santé publique néglige encore les facteurs environnementaux et sociaux, et la santé publique a une capacité encore aujourd'hui relativement limitée pour agir sur des facteurs environnementaux qui font appel à d'autres secteurs que celui directement lié à la santé, en particulier le secteur de l'environnement. Que par ailleurs, l'approche économique du changement climatique accorde un point nul à la santé des générations futures et que ces questions de santé, en particulier des générations futures, ne sont pas du tout intégrées aux réflexions sur la question des politiques d'atténuation et d'adaptation. Ensuite, il y a une question de représentation institutionnelle dans les grands programmes internationaux ou même dans les instances nationales, hein, lorsqu'on parle de changement climatique, c'est que les acteurs de la santé en général sont absents. Si on prend l'exemple du Haut Conseil pour le climat pour ce qui est de la France, il n'y a pas de représentant de la santé publique dans cette instance qui vise à mettre en place et à évaluer la stratégie nationale bas carbone, donc qui est une mesure d'atténuation. Il y a aussi des verrous méthodologiques qui sont liés, et donc ça rejoint d'autres complexités méthodologiques en santé environnement, aux interactions, aux échelles spatiales et temporelles, au décalage d'échelle entre les données environnementales et sanitaires qui fait que finalement les liens ne sont pas très simples à établir entre la constatation d'un environnement dégradé et l'impact en santé, et l'existence de points de bascule, de non-linéarité, de non-stationnarité, qui engendrent là aussi des problématiques méthodologiques pour bien comprendre les liens entre des expositions à des nuisances environnementales qui sont induites par des changements induits par la question du climat et l'impact en santé. Alors, c'est pour cette raison que Santé publique France, en lien avec l'Association internationale des agences de santé publique, IANDFI, a initié une réflexion pour pouvoir constituer une alliance afin de faire entendre la voix de la santé publique, et qu'au décours de la COP26, qui a eu lieu à Glasgow cette année, nous avons présenté une feuille de route pour l'action sur la santé et le changement climatique, qui s'intitule « Engager et soutenir les instituts nationaux de santé publique en tant qu'acteurs clés du climat ». Tout d'abord, quelques mots sur
IANFI, l'Association internationale des agences de santé publique, qui est donc constituée de 110 agences de santé publique réparties sur 95 pays, dont la mission est de renforcer les capacités mondiales en matière de santé publique en créant, connectant et renforçant les instituts nationaux de santé publique dans le monde. Donc, vous voyez là la répartition sur cette cartographie des différents pays membres de l'institution. Comment cette agence ou cette association répond à ces missions? Eh bien, il s'agit de connecter les agences et de leur permettre de partager les meilleures pratiques et les collaborations entre institutions. Alors, que dit cette feuille de route? En substance, elle fait passer deux messages. Le premier est que le changement climatique constitue une menace majeure pour la santé et le bien-être de la population mondiale. Donc, cette menace majeure porte sur essentiellement deux thématiques. Tout d'abord, les liens entre changement climatique et perte de biodiversité, actant là les constatations menées par les deux plateformes d'expertise internationale, le GIEC et l'IPBES, que j'ai évoquées plus tôt. C'est-à-dire que ces deux menaces constituent un risque élevé pour la santé physique et mentale des populations du monde entier et accroissent les inégalités sociales de santé, et que par ailleurs, des actions sur le climat et la santé pourront se traduire par des co-bénéfices sanitaires, c'est-à-dire une amélioration de la santé, ces actions portant à la fois sur les systèmes et les régimes alimentaires, par exemple, la limitation de la pollution atmosphérique, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène, les déplacements et le transport ou la protection des écosystèmes naturels. Et donc, on voit bien que dans ce constat-là, le constat n'est pas focalisé uniquement sur la préservation de la santé humaine, mais bien sur la préservation d'un ensemble de ressources sur lesquelles il est important d'agir. Aussi, IANFI reconnaît que l'action climatique est une intervention de santé publique et que les politiques climatiques doivent intégrer des considérations de santé publique et vice-versa grâce à des outils tels que la collaboration intersectorielle. Et là, donc, on atteint bien une dimension nouvelle de la santé publique qui n'est plus de se concentrer uniquement sur le soin, mais bien d'être en lien avec l'ensemble des politiques publiques décisives d'action sur d'autres secteurs que celui de la santé, tels que l'environnement ou les régimes alimentaires ou la politique des transports, par exemple. Le deuxième message, c'est que pour pouvoir mener un ensemble d'actions pour reconnaître que l'action en termes de changement climatique est une action de santé publique, c'est de renforcer les agences de santé publique comme acteurs clés du climat. C'est-à-dire que ce renforcement passe bien sûr par la reconnaissance du rôle des agences de santé publique, par la mise en œuvre des fonctions essentielles des missions de santé publique, par l'action aussi sur les politiques d'adaptation et d'atténuation de par la mise en œuvre de ces fonctions essentielles de santé publique. L'idée est également de favoriser la coopération intersectorielle et les initiatives innovantes pour simultanément protéger et améliorer l'environnement, reconnaissant que l'action sur l'environnement et la protection de l'environnement a un impact direct et bénéfique sur la santé humaine et sur la santé des écosystèmes, et que par ailleurs, le rôle également de ces agences est de sensibiliser les actions visant à promouvoir les concepts de une seule santé et de santé planétaire. Comment les agences de santé publique contribuent à l'adaptation au climat et à la modération de ses effets? Eh bien, c'est tout simplement en mettant en œuvre les missions essentielles de santé publique inhérentes à chacune des agences de santé publique et qui peuvent, notamment ici, se résumer autour de trois axes: surveiller et évaluer, réagir et faciliter l'action, protéger, promouvoir et éduquer. L'ensemble de ces actions interagissant de manière à obtenir des objectifs durables en termes de santé publique que sont la protection de la population et l'amélioration de sa santé, tout en ayant un impact sur la réduction des inégalités sociales et qui permettrait également de protéger l'environnement au sens large. 5 engagements prioritaires sont issus de cette feuille de route. Tout d'abord, le plaidoyer pour le renforcement de la capacité des agences de santé publique à contribuer efficacement à la recherche, aux politiques et aux actions sur le climat et les biodiversités. Le deuxième engagement est l'amélioration du renforcement des capacités, le développement des compétences et la formation par l'échange entre pairs et le partage des connaissances. La troisième est l'accroissement des collaborations avec les organisations internationales et régionales, montrant l'importance du lien entre une action globale
et une action territoriale, puisque nombre de leviers en matière d'impact du climat et des changements climatiques sur la santé se situent à un niveau territorial. La quatrième action est de soutenir la durabilité des services de santé publique, c'est-à-dire comment on fait que les agences de santé publique soient finalement exemplaires dans la mise en œuvre de leur mission, notamment en termes d'empreinte carbone. Et enfin, de suivre les progrès de l'implication des agences de santé publique dans les politiques de changement climatique à l'aide d'indicateurs clés, ce qui suppose qu'on ait un cadre commun et partagé entre agences de santé publique sur un certain nombre d'indicateurs d'impact sur la santé qui permettront de suivre et d'évaluer les politiques d'adaptation et d'atténuation. La ressource disponible est accessible sur le site de Yandefi. Vous avez ici sa traduction en français. Il y a d'autres versions qui sont disponibles, anglais, espagnol, arabe notamment. Et donc, je vous invite à aller consulter cette feuille de route et à la partager la plus largement possible. Et enfin, je tenais à tous vous remercier pour l'attention que vous avez portée à cette présentation. Je suis évidemment disponible pour discuter avec vous lors de la table ronde. Et je remercie par ailleurs l'ensemble des institutions qui ont contribué à ce travail, qu'il s'agisse des équipes à Santé publique France ou des autres agences qui ont également participé à l'élaboration de cette feuille de route. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Denis et Alexandre Robert. Nous voyons donc apparaître à l'écran. Alors, nous avons 2 questions dans le chat sur lesquelles on pourra revenir juste après. Avant de vous les poser, je voulais donc vous poser la même question qu'aux autres, à savoir est-ce que vous avez des compléments à indiquer par rapport à votre présentation? Et aussi, est-ce que vous avez des questions à vous poser l'un l'autre, sachant que l'idée, c'était peut-être de discuter des actions concrètes que l'on pourrait mettre en marche, suite au grand discours, de la déclaration et des engagements des agences, de santé publique, pour faire en sorte que la santé planétaire soit, réellement intégrée dans nos consciences collectives. Alors, Monsieur Robert, je vous donne la parole. Merci Monsieur Bailly, et j'ai remarqué en suivant la présentation de Sébastien que j'avais remercié personne, donc je voudrais d'abord remercier la SFSE et l'ensemble des partenaires qui l'ont soutenu. Moi, j'ai rien à rajouter par rapport à la présentation qui a été faite, mais je voudrais remercier Santé publique France pour la bonne prise en compte du climat maintenant dans ce document de l'IANFI. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter pour le moment. Merci. Merci. Merci Mathieu et bonjour à tous et bonjour Alexandre. Moi, ce que je note, c'est finalement une certaine synergie qui traduit une dynamique, je pense, entre nos deux interventions, à la fois une déclaration et une action initiée par les agences de santé publique, qui, à mon avis, reflète aussi une réalité qui est qu'à la COP26, en dépit des résultats mitigés qu'on a pu lire, évidemment, tout à chacun dans les différents reports ou rapports à l'issue de cette COP, on a quand même pas mal parlé santé. Il y a eu un pavillon OMS sur la santé. Et j'ai le sentiment quand même que on est sur une période un peu charnière où, et la crise liée à la pandémie de la Covid-19 n'y est pas pour rien. Je pense qu'on devient de plus en plus conscient qu'il est urgent de vraiment considérer la santé publique, mais aussi la santé planétaire, et c'est bien là où on se rejoint avec Alexandre, le plus en amont possible des politiques publiques, en particulier des politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et donc, je pense que nos deux interventions là vont bien dans ce même sens-là et montrent aussi tout l'intérêt de pouvoir engendrer des collaborations, bien sûr, entre agences de santé publique, c'est important, mais aussi, et Alexandre l'a dit aussi, en intersectoriel, comprenant aussi les mouvements citoyens. Évidemment, Santé publique France est une agence d'expertise et s'appuie sur la science, mais il est important aussi d'embarquer les mouvements citoyens de manière à lutter, comme l'a dit Alexandre, hein, et à protéger et à réduire les inégalités sociales et les injustices sociales et environnementales qui sont éminemment importantes puisqu'elles vont accentuer les impacts des changements climatiques. Donc, je trouve qu'on était assez convergents, Alexandre, sur ces points-là. Merci. D'ailleurs, en parlant d'inégalités environnementales et sociales, le congrès de la SFSE 2019 était sur les inégalités socio-environnementales de santé. Et donc vous pouvez retrouver toutes les présentations sur le site de la SFSE. Alors
Je vais prendre les questions donc, de Jean-Laine sur le chat. Merci Jean de toutes tes questions. La première s'adresse à Alexandre. Oubliez-vous la responsabilité de notre système économique et juridique mondialisé, non prise en compte des externalités environnementales dans les prix des produits et des services. L'absence juridique de responsabilité collective. Donc la réponse est oui. On n'en a pas parlé dans cette présentation-là, mais le temps était un peu compté. On ne peut pas parler de tout ce qui est traité dans le champ de la santé planétaire. Alors, tout d'abord, c'est des domaines qui se retrouvent dans certaines études mentionnées santé planétaire, mais aussi dans d'autres concepts de santé environnementale, notamment le livre qui a été publié par Sam Myers et Howard Frumkin, Planetary Health, Protecting Nature to Protect Ourselves, a des chapitres spécifiquement dédiés à cela et surtout un chapitre très extensif sur le domaine de l'économie. Et donc, en effet, la non prise en compte de ces externalités sur le vivant, en général, on dira, est un problème. Pour cela, il y a des méthodes, donc un peu dans le même système de l'économie existante, qui sont tirées du champ de l'économie environnementale ou de l'économie écologique. Il y a la distinction qui est faite en anglais. Il y a notamment je ne me rappelle plus du nom exact, je n'ai pas réussi à le retrouver suite à la question, mais il y a un cadre de prise en compte du capital naturel dans la prise de décision publique et dans l'économie. Donc il y a des avancées dans le champ de l'économie sur ça. Je m'arrêterai là parce que je ne suis pas économiste, pour ne pas dire de bêtises. Après, il y a quand même un enjeu éthique derrière et qui est aussi discuté, c'est est-ce qu'on doit donner une valeur économique à des êtres vivants? Est-ce qu'on le fait pour des êtres humains? Est-ce qu'on doit le faire pour d'autres êtres vivants? Et dans le champ de l'éthique, ce qui est discuté, c'est qu'OK, il y a des services économiques qui peuvent être valorisés, mais la nature, le vivant, a aussi une valeur en soi. Et en ce sens, ce n'est peut-être pas éthique de donner une valeur aux êtres vivants, mais il y a un aspect utilitariste pour pouvoir rééquilibrer notre économie qui peut être intéressant en termes de santé planétaire. Sur les aspects de droit, il y a le concept qui commence à émerger de litigation, donc de demander des comptes à nos États sur des aspects de droit à un environnement sain ou de droit de la nature. Il y a notamment l'ONG Wild Legal en France, menée par Marine Calmet, qui travaille beaucoup sur ce sujet-là. Je vous invite à lire certains articles sur l'éthique de la santé planétaire, notamment publiés par Jennifer Cole et ses collègues, qui traitent de manière extensive de ces questions de droit et d'éthique, je dirais. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Et oui, c'est vrai que sur la question de monétarisation, malheureusement, certains ne comprennent que ce langage. Ça peut être utile. Je peux peut-être oui, sur le point de la monétarisation, si je peux me permettre, parce que je pense que ce qui est important, alors effectivement, comme l'a dit Alexandre, il y a des questions éthiques autour du prix accordé à tel ou tel patrimoine vivant. Donc là, évidemment, ce sont des questions éminemment importantes. Néanmoins, estimer le coût de l'inaction, je pense que c'est un sujet extrêmement important qui doit inciter à l'action. Et à Santé publique France, donc on a initié quelques collaborations avec des économistes de la santé en particulier sur les problématiques de pollution de l'air et sur les problématiques d'impact des canicules sur la santé. Et rien que sur ce dernier point, on a fait une estimation, alors évidemment centrée sur la santé humaine, qui est notre champ d'action, mais qui estime que les coûts directs et indirects liés aux vagues de canicules de 2019 et 2020 se montent à 21 milliards d'euros. Alors c'est une estimation évidemment qui est accompagnée d'incertitudes, et je ne suis pas économiste moi-même, donc on a travaillé en collaboration avec une équipe du CNRS, mais on voit bien là la nécessité d'agir pour améliorer l'adaptation de nos environnements et pour aussi plus largement agir sur la dimension atténuation, puisque une politique d'atténuation, même si elle a pour cible un effet sur le long terme du fait de l'inertie de nos systèmes climatiques, aura des co-bénéfices immédiats pour la santé, et il y aura un coût, du coup, en termes d'impact sanitaire qui sera très intéressant et qui permettra de constater des effets immédiats sur la santé publique. Donc ça me semble être, cette dimension économique me semble effectivement être complètement intéressante à intégrer, et là aussi c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à intégrer dans nos raisonnements. Bah, écoutez, j'en profite pour refaire de la publicité pour les congrès de la SFSE, car le
Le congrès 2017 avait pour titre Tout a un coût, l'apport des analyses socio-économiques en santé-environnement. Nous avions traité ces questions-là à l'époque. Pareil, tous les supports de communication sont disponibles sur notre site. Une question donc pour Sébastien de Jean Laine. L'IANFI inclut-elle les agences de sécurité sanitaire, de sécurité alimentaire, de santé publique animale, de santé des végétaux? Alors, c'est vraiment des agences de santé publique, donc centrées sur la santé humaine. Donc voilà. Mais tout l'intérêt de cette feuille de route, c'est aussi d'engager ces agences à interagir avec les autres agences de sécurité sanitaire, par exemple agence en lien avec la sécurité sanitaire des aliments, ou en lien avec la sécurité, en tout cas la santé des écosystèmes, et donc de créer vraiment de créer des ponts qui permettent de travailler en intersectorialité. Donc ça, on est bien dans l'esprit d'une seule santé planétaire, allant jusqu'à considérer l'environnement comme étant une ressource finalement à protéger, de manière à pouvoir, évidemment, en premier lieu, protéger notre environnement, ce qui aura des impacts sur notre santé physique, mentale. Et donc, IANFI est bien dans cet esprit de vouloir créer des ponts avec ces autres agences que Jean-Laine mentionne, dans un esprit de protection. Bien sûr, IANFI en premier lieu sont des agences de santé publique, donc qui ont vocation à protéger la santé publique, mais en portant un peu plus largement le débat sur la santé planétaire. Et finalement, en ouvrant notre champ d'activité actuel vers ce concept de santé planétaire, imposera aussi que nous-mêmes, on revoit un peu notre façon de fonctionner. Un exemple très simple qui est que les agences de santé publique aujourd'hui travaillent pas mal en silo sur d'une part le risque infectieux et d'autre part le risque environnemental. Ce qu'on voit au décours, encore une fois, de cette épidémie de Covid-19, ce qu'on savait en théorie, mais ce qu'on vit là aujourd'hui depuis quasi 2 ans et qui s'exprime de manière dramatique dans les populations, c'est que tout est interconnecté et qu'on ne peut pas être siloté la partie maladie infectieuse et la partie maladie chronique liée à l'environnement. Et on voit d'ailleurs que des populations vulnérables, par exemple des populations qui ont des problèmes respiratoires ou des troubles cardiovasculaires, sont plus sensibles à la Covid-19. Or, ces problèmes respiratoires, ces problèmes cardiovasculaires ont une partie de leur étiologie qui est environnementale ou qui est liée aussi au système, à la façon dont ces personnes se nourrissent, et que donc c'est bien une preuve que l'ensemble est connecté et que si on arrive à, donc nous, agence de santé publique, changer un peu de paradigme et arriver à inscrire en amont des politiques publiques, le plus en amont possible, en particulier des politiques d'atténuation et d'adaptation, cette notion de santé planétaire, on arrivera d'une part à mieux anticiper des crises émergentes telles que la crise Covid-19, mais surtout, et c'est notre objectif aussi, on arrivera à mieux anticiper la mise en place d'environnements favorables à la santé. Parce que là, on est dans le curatif, mais l'intérêt, c'est bien d'aller vers une politique publique qui tienne compte de ces dimensions-là pour être dans le préventif. Très bien, écoutez, merci à tous les deux pour vos échanges et vos interventions. Ça me fait rebondir sur la dernière partie donc, de cette clôture avant l'atelier final, qui était de proposer à tous les participants et aussi à tous les adhérents présents au futur de la SFSE la création d'une nouvelle section de réflexion. Alors pour rappel, on a à la SFSE déjà 3 sections de réflexion qui se choisissent au moment de l'adhésion. La première étant la méthodologie de l'évaluation des impacts sanitaires. La deuxième qui s'appelle risques et société et la troisième information et formation des publics. Les échanges du congrès actuel et aussi les échanges au sein de la SFSE depuis plusieurs mois, voire années maintenant, nous ont poussé à essayer de créer une section qui s'appellerait « Une seule santé ». Alors, suite aux échanges actuels, je pense qu'on pourrait peut-être envisager d'intégrer la santé planétaire dans ces échanges, de lier les 2 termes. En tout cas, on va essayer donc en 2022 d'intégrer une nouvelle section sur ce thème.
sachant qu'on a besoin d'un président de section et d'une personne pour accompagner sur l'organisation des réunions. Les réunions se passent uniquement entre les personnes, inscrites à ces sections lors de leur adhésion. Tout se passe sur le site internet de la SFSE, pour le choix. Et les réunions se font soit à distance en ce moment, compte tenu de la situation sanitaire, soit en présentiel, si on revient à une situation, d'antan. Donc ça, c'est la 1re section qu'on aimerait créer, et la deuxième, c'est, une section qui traiterait de la gestion des risques et des crises de façon générale. Les recommandations que l'on entend depuis plusieurs jours, lors de ce congrès ont été de travailler en intersectorialité, d'intégrer tous les profils, pour avancer dans l'anticipation, la gestion, la surveillance, des crises. Donc on se propose pareil de monter une section de réflexion pour, favoriser les échanges. Donc on vous donne rendez-vous en 2022 pour ces nouvelles sections. D'ici là, n'hésitez pas à adhérer à la SFSE. La plupart d'entre vous le sont déjà. Et sur ce, je vous donne rendez-vous, tout de suite, donc sur la session, suivante qui, sera l'atelier final de ce congrès.